Alaikum. Bonjour, Allô, monsieur Kamsala. bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ça va bien? Bien réveillé? Bien réveillé? Bien, et vous, monsieur? Très bien. C'est quoi? C'est bien. Bien. Allez, vous n'êtes que trois, donc je ne sais pas où sont les autres. On va juste faire un petit rappel, donc avant d'aller plus loin. D'accord? Alors, s'il vous plaît, donc un petit rappel pour la combustion et on termine, parce qu'il ne reste pas grand-chose. Alors, quels sont les différents types de combustion qu'on avait définis la dernière fois, s'il vous plaît? Allez, j'écoute. Pardon? Oui, alors j'écoute. Eh, eh. Comment? Répétez un petit peu tout net. Stoichiométrique. On dit stoichiométrique, d'accord, ok. Ensuite, voilà, donc oxydante et réductrice, d'accord. Et donc en fait, la combustion complète, c'est qu'est-ce que vous avez dans tout le combustible est oxydé, est consommé, n'est-ce pas? Ok. Et donc la combustion stoichiométrique, ça s'appelle la combustion neutre ou théorique. Vous avez juste la quantité d'air nécessaire pour brûler la quantité de combustible que vous avez, n'est-ce pas? Ok. C'est bon. Ensuite, vous avez la combustion donc, oxydante en excédère. Donc, vous avez toujours de l'oxygène qui se trouve dans les fumées. Vous avez en dernier lieu la combustion de réductrice ou à défaut d'air. Donc, il y a moins d'air. Donc, vous avez présence de CO2, disons de monoxyde de carbone. C'est ça? Oui, non. Ok. Donc, en fait, on avait défini disons, les différents paramètres que nous avons vus. Ok. Alors, les différents paramètres. Donc, bon, on avait défini la combustion neutre. Alors, c'était les principaux paramètres, c'était quoi? C'est le pouvoir convivant, d'accord? Le pouvoir fumigène, le volume de CO2, le volume de vapeur d'eau et le volume de nitrogène qui se trouve, si vous voulez, dans ces conditions. OK? Alors, justement, là, je voulais juste poser une question. Donc, en fait, pourquoi avons-nous besoin de définir tous ces paramètres? Pourquoi avons-nous besoin de définir tous ces paramètres, s'il vous plaît? C'est pour connaître le type de combustion disons, à laquelle nous avons affaire, d'accord? Parce que lorsque vous avez, par exemple, disons, un carburant que vous brûlez, d'accord? Et ensuite, disons, le but, c'est de consommer tout le combustible, bien sûr, en fournissant la quantité nécessaire. Bon. Alors, quelle est la combustion, disons, la meilleure d'après vous? Quelle est la combustion la meilleure? J'écoute. Voilà, donc c'est la combustion, disons, le stoichiométrie ou neutre, c'est théorique, d'accord? Donc c'est la combustion complète. Donc tout ce que vous avez comme combustible, vous le brûlez, d'accord? Maintenant, si vous êtes en défaut d'air ou bien en excès d'air, bon, ça présente des petits problèmes. C'est pour ça qu'il faut toujours analyser, d'accord? Analyser les produits fumés pour déterminer quoi? Pour agir sur quoi? Ces paramètres agissent sur quoi? Ils ont une influence sur quoi? Sur le rendement de la chaudière, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Donc, lorsque vous faites une bonne analyse, disons, des productions dans les fumées, vous pouvez éventuellement dire quel est le rendement que vous avez dans votre chaudière, etc. D'accord? OK? Donc, on avait défini. Monsieur, Oui, j'écoute. Allez-y. désolé. Monsieur, connaître le type de combustion nous aide aussi à choisir l'agent extincteur. On Pardon? sait jamais. Monsieur, ça nous aide aussi à choisir l'agent extincteur. Qu'est-ce que vous entendez par agent extérieur, Khawla? Monsieur, on sait jamais il y aura un Ah, ouais. incendie. D'accord, j'ai compris. Donc, en fait, c'est pour l'environnement. Vous parlez de l'environnement, Khawla. Oui, oui, Donc, monsieur. c'est pour, disons, oui, c'est pour la pollution. Vous parlez de pollution. C'est tout à fait normal. Je suis d'accord. D'ailleurs, maintenant, j'ouvre une petite parenthèse. Les gens qui ont des voitures, lorsqu'ils prennent leur voiture pour disons, le contrôle technique, on vous fait un contrôle des fumées. On vous dit, mettez le moteur en marche, d'accord? On met, si vous voulez, une sonde dans l'échappement de la voiture. On contrôle le pourcentage. Est-ce que vous avez du CO? Est-ce que vous avez le pourcentage de H2, de H2O, de CO ou de CO2? On vous dit,
il faut régler votre moteur pour ne pas polluer, donc pour ne pas avoir une grande pollution, n'est-ce pas? Ok, Oui, c'est bien sûr, c'est vis-à-vis de l'environnement aussi, effectivement, d'accord? Ok? merci. Oui. Et donc, on avait défini donc, les différents constituants, donc le pourcentage de CO, donc vous avez le pourcentage de O2, d'accord? Le pourcentage de nitrogène, d'accord? Alors, et donc, vous avez tout ça, donc qu'il va falloir contrôler. Vous avez, par exemple, c'est des définitions, on n'a pas besoin, disons, disons, je vous réponds. Est-ce que vous avez reçu tous les documents que j'ai envoyés hier, s'il vous plaît? Oui, Très bien. monsieur. Voilà, donc, vous avez tout ce qu'il faut. Ça, c'était les documents de base. Je vais vous envoyer par la suite, éventuellement, disons, des documents, disons, complémentaires pour que vous puissiez comprendre ce que vous avez dans les documents de base. C'est bon? OK? D'accord. Donc maintenant, la commission réelle, donc on les a définis. Donc la commission par accéder, c'est clair. Donc là, vous avez disons comment dirais-je, un excédent, donc de là beaucoup plus qu'il en faut. OK? N'est-ce pas? Alors maintenant, l'excédent, le défaut d'air, il a des implications sur le rendement, n'est-ce pas? Il a une implication sur. OK? Alors voyez maintenant donc l'excédent, qu'est-ce qu'il implique? Regardez qu'est-ce que j'ai ici, s'il vous plaît. Alors, l'excédent, si j'ai un excédent, qu'est-ce que ça va occasionner? D'accord? Regardez ici. L'excédent, qu'est-ce que vous avez? Une augmentation des pertes dans les fumées. D'accord? OK? Et une diminution du rendement. Donc, c'est pas parce que vous avez un excédent que vous dites, OK, c'est bon, je vais avoir un bon rendement. C'est le contraire. OK? OK? Et donc, il va falloir, lorsque vous avez un excédent, il faut toujours régler votre brûleur. Votre brûleur, donc il faut bien le régler, donc, etc. OK? C'est bon? Et bien sûr, lorsque vous avez un excédent, vous avez donc vous avez la présence, disons, des nitrogènes, d'accord, ok, des sulfures, enfin, pardon, c'est des nitrates. Et aussi, vous avez la présence de sulfure, d'accord. Vous avez la présence de sulfure. Ah, bien sûr, qu'est-ce que vous, la présence de sulfure, qu'est-ce qu'elle implique, s'il vous plaît? La présence de sulfure. La présence de S. Alors, s'il vous plaît. Donc, pardon, c'est la formation d'acide sulfurique, n'est-ce pas? OK? Alors, bien sûr, vous avez les deux principaux acides que nous connaissons tous. Vous avez l'acide chlorhydrique. Alors, la formule de l'acide, c'est quoi? La formule de l'acide chlorhydrique. J'écoute. Vous ne connaissez pas la formule de l'acide chlorhydrique? Non? C'est le HCl, d'accord? OK? C'est le HCl, n'est-ce pas? OK? C'est ça l'acide chlorhydrique. Et l'acide sulfurique? Pardon? Non, les acides contiennent toujours des racines d'hydrogène. Donc, c'est H2SO4. D'accord? C'est le H2SO4. D'accord? C'est le H2SO4. Et donc, lorsque vous avez, par exemple, des formations, donc, en fait, du SO3, donc, vous avez, disons, des informations, donc, l'oxyde de soufre, etc. Pour avoir formation de, l'acide, c'est quoi? L'acide, c'est très corrosif, n'est-ce pas? L'acide, surtout l'acide. Alors, quelle est la couleur? Comment vous savez que vous avez, par exemple, présence d'acide sulfurique? C'est très bien. Effectivement, c'est la couleur jaune. Vous avez remarqué, par exemple, dans les premières pluies, quand il pleut de temps en temps, surtout les premières pluies, d'accord? Si vous regardez le sol, vous allez aussi autour des flaques d'eau, vous allez à la périphérie, vous avez des formations de traces jaunes, n'est-ce pas? Non? Vous n'avez pas remarqué ça? Si, monsieur. Si, voilà, au moins quelqu'un a remarqué. Merci. D'accord. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, quand il va pleuvoir, essayez de voir un petit peu le phénomène, d'accord? Et ça, c'est l'acide sulfurique. Donc, c'est l'acide sulfurique parce que vous avez dit, la couleur jaune, elle est due au soufre, d'accord? La couleur jaune est due au soufre. Et donc, voyez, lorsque, par exemple, vous avez un excédent, il faut éventuellement une formation, donc vous avez de sulfure, d'accord? Et bien sûr, de la formation de sulfure, vous avez formation d'acide sulfurique qui risque de corroder les éléments de votre chaudière. D'accord? C'est clair? OK? Donc, vous avez des définitions ici, donc il n'y a pas de problème. Donc, on avait défini le VA, c'est quoi? Vous vous souvenez un petit peu? C'est le pouvoir combuvant, n'est-ce pas? Le VA, c'est le combuvant. Vous avez le VA, c'est le volume d'excès d'air, d'accord? Donc, on détermine le facteur d'air, c'est-à-dire le pourcentage d'air en excès, d'accord? Le taux d'air. On définit de cette façon, donc on a défini tout ça tout auparavant, il n'y a aucun problème.
D'accord? Agda? OK? Voilà. Donc, vous avez uniquement, disons, des formules. Donc, on peut déterminer aussi le pourcentage d'excédent que nous avons, bien sûr. Donc, le pouvoir, le VA, le volume d'excédent, on le connaît. D'accord? On a défini le petit n, donc le facteur d'aération. On peut exprimer, donc, disons, le volume d'excédent en fonction du volume, du pouvoir combivore et en fonction du facteur d'aération. D'accord? Bien sûr, on l'exprime en pourcent directement. Le pourcent d'excédent, c'est N, donc c'est petit n. C'est quoi petit n? C'est le facteur d'aération, le taux d'aération. D'accord? Et bien sûr, multiplier donc 1 divisé par 100. Vous connaissez un petit peu le pourcentage d'air en excès que vous avez. C'est clair? C'est bon, s'il vous plaît? Continue? Continue. Donc maintenant, c'est le volume des fumées, c'est clair. Le volume des fumées, c'est ce qui est brûlé. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, d'accord? Et donc, je pense qu'on avait défini tous les paramètres, d'accord? Donc, vous avez ce qu'on appelle le volume des fumées sèches, d'accord? Aussi, on a le volume des fumées humides. Bon, c'est clair, je pense, d'accord? Pourquoi sèche? Pourquoi humide? Pourquoi sèche? Pourquoi vous avez des fumées sèches et des fumées humides, s'il vous plaît? J'écoute. C'est la présence de vapeur d'eau, tout simplement, comme on avait pour le pouvoir combivore, n'est-ce pas? OK? Oui, monsieur. Donc, lorsque vous avez des fumées sèches, sans qu'il n'y a pas présence de vapeur d'eau, donc vous avez condensé. Ça, c'est surtout dans les chaudières à condensation, n'est-ce pas? Dans les chaudières à condensation, généralement, vous avez des fumées sèches. Et donc, disons, les chaudières classiques, vous avez des fumées humides. Donc, voilà, donc, le volume des fumées, bon, vous avez des volumes, disons, un volume sec et un volume humide. Bon, vous avez des formules, vous n'avez qu'à appliquer ces formules, c'est pas sauce, OK? OK. Maintenant, donc, en fait, enfin, ce qui m'intéresse, c'est surtout la quantité, l'influence donc, de l'excédent sur disons, le pourcentage excédent. Vous voyez un petit peu, donc, toutes ces formules, il faut les connaître. Donc, il faut d'abord connaître la quantité de CO2 qui se trouve dans les fumées, la quantité d'oxygène qui se trouve dans les fumées, etc. D'accord? Tout ça, nous en avons besoin. D'accord? Donc, la quantité de CO, la quantité de CO2, la quantité d'oxygène, etc. Et bien sûr, la quantité aussi de vapeur d'eau. La quantité de vapeur d'eau qui nous intéresse aussi. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, là? Oui? 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 D'accord. Maintenant, il y a un diagramme, donc, ce qu'on appelle le diagramme d'Oswald, d'accord? Oswald. Donc, ici, il vous permet, donc, c'est un diagramme, on va le voir tout de suite, qui vous permet, bien sûr, de connaître, donc, en fait, la quantité, le type de combustion réelle que vous avez. D'accord? Alors, le diagramme de SWOT, qu'est-ce qu'il vous permet? Il vous permet, donc, si vous connaissez le pourcentage de CO2, d'accord? Si vous connaissez le pourcentage, disons, d'oxygène que vous avez, d'accord? Vous pouvez éventuellement déterminer, OK, le type de combustion réelle. OK, donc, vous avez un petit peu tous ces paramètres que vous pouvez déterminer. D'accord? Donc, vous avez donc tous ces paramètres qui sont à partir du diagramme de SWOT qui est ici. D'accord? Donc, bien sûr, il est un peu compliqué. J'espère qu'on va pouvoir faire des autres. Donc, voilà le diagramme de SWOT. Alors, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, vous voyez un petit peu le diagramme de SWOT? OK? OK? Je vais vous demander, vous allez télécharger le diagramme de SWOT et essayer de le comprendre. Donc, comme ça, la prochaine fois, on va faire juste une petite séance de travaux dirigés sur ça. D'accord? D'accord, monsieur. C'est clair? Ah, bien Oui. sûr, dites-le à vos collègues, s'il vous plaît. D'accord? Agda? D'accord. Très Ok. bien. Bien, maintenant, est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose? Non? Pas du tout? Très bien. Donc, on continue. Donc, on va passer à autre chose. Donc, s'il vous plaît, maintenant, disons, on va voir un petit peu donc quoi? Les planchers chauffants. D'accord? D'accord? On va voir les planchers chauffants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plancher chauffant pour vous? Qu'est-ce que c'est qu'un plancher chauffant, s'il vous plaît? J'écoute. À quoi il sert? Oui? Oui? Monsieur Khaled. a chauffé. Pardon? Khawla? Monsieur a chauffé la pièce. Alors, oui, bien sûr, c'est un émetteur statique, n'est-ce pas? Oui. OK?
C'est un Monsieur, émetteur. comme les radiateurs et tout, mais c'est un plancher. Voilà. Voilà. Donc, en fait, où est-ce qu'on met ces planchers chauffants? Ils sont composés de quoi, ces planchers chauffants? J'écoute. C'est des serpentins. Oui, Khaled, c'est des oui, c'est des serpentins, effectivement. Donc, ils sont noyés dans le plancher. D'accord? Ils sont noyés dans le plancher. Aïda? Ah, bien sûr, cette particularité, donc, en fait, de ces planchers chauffants, OK? Donc, si je fais une petite coupe, une petite rapide, d'accord? Si par exemple j'ai un plancher, vous voyez ce que je dessine, s'il vous plaît? Oui? Oui. Donc, je vais dessiner un petit peu. Donc, si j'ai un plancher comme ça c'est le mur, bien sûr. Ça c'est la dalle de compression, d'accord? Et donc, un plancher chauffant, qu'est-ce qu'il va comporter d'après vous? Bien sûr, rapidement. On va voir le schéma réel tout de suite, d'accord? Qu'est-ce qu'il doit comporter? Qu'est-ce qu'il doit comporter? Il doit comporter une chape de ravoirage, d'accord? Il doit comporter une chape, disons une petite épaisseur de béton, d'accord? Pour que ce soit comment? Pour que ce soit horizontal, n'est-ce pas? Pour que ce soit horizontal, pour ne pas qu'il y ait des gondolements, etc. Donc, vous avez une petite chape, d'accord, de béton, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Sur cette petite chape, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met, s'il vous plaît? Alors, regardez un petit peu, s'il vous plaît. Bon, on va essayer disons, d'aller ensemble. Si je suis là, donc c'est ce local que je dois chauffer, n'est-ce pas? Ils sont d'accord? OK? N'est-ce pas? Maintenant, j'ai un local 2 qui est au-dessous, par exemple, n'est-ce pas? OK? J'ai un local 2 qui est dessus. Alors, pour moi, donc vous dites que c'est un serpentin. C'est un serpentin, donc je vais placer des canalisations, des tuyaux, de la tuyauterie, n'est-ce pas? OK? Donc, je vais placer, par exemple, des tubes comme ça, qui sont l'un à côté de l'autre. On va voir comment les placer. Et dans lequel circule de l'eau chaude. OK? Alors, bien sûr, ces tubes, on ne peut pas les laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les couvrir, n'est-ce pas? Oui ou non? On va les couvrir, donc on va couler on va les noyer dans une chape comme ça. On va les noyer dans une chape, d'accord? Ça, c'est une autre chape où on noie carrément, si vous voulez, les. Est-ce que c'est normal, s'il vous plaît, ce que j'ai fait ici? Est-ce que c'est normal ce que j'ai fait ici? J'ai une chape de béton qui est là, d'accord? Et j'ai de l'eau chaude qui circule ici. N'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est normal que, alors, justement, toute la chaleur qui est véhiculée par de l'eau chaude qui circule dans les tubes. Disons, on voudrait qu'elle parte dans quel sens? Le haut. Donc voilà, donc il faudrait qu'elle parte vers le haut, mais il faut minimiser, disons, le flux de chaleur vers le bas. Donc, est-ce que vous pensez que ce que j'ai fait ici est correct? C'est de l'isolation. Voilà, donc normalement, avant disons, de couler ma chape, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois mettre un isolant thermique, n'est-ce pas? OK? Donc, je dois mettre un isolant thermique ici, sur ma chape. Voilà. Donc, ça, c'est un isolant thermique. Et ensuite, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux placer donc ma tuyauterie, tout ce que vous voulez, donc la tuyauterie, OK? Donc, je peux placer ma tuyauterie ici. Monsieur, Oui, bonjour j'écoute. monsieur. Bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, on vient de rentrer Oui, parce qu'on ne savait pas قعدنا نحوسوا بلي بعثوا لنا la dernière fois. oui. Donc, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Je fais juste un petit rappel sur la combustion, d'accord? OK? D'accord, OK. monsieur. Et on est en train d'aborder le cours sur les planchers chauffants. On vient juste de commencer, d'accord? D'accord, monsieur. Merci beaucoup, Voilà. monsieur. Je vous en prie. Donc, c'est les planchers chauffants. Donc, on est en train de voir un petit peu les coupes sur les planchers chauffants, comment ils sont faits. D'accord? En fait, donc vous avez, disons, un plancher chauffant, c'est quoi? C'est des serpentins, c'est de la tuyauterie qui est noyée dans le béton. D'accord? OK? Et donc, vous avez par exemple une dalle de compression ici. Donc, vous avez juste une petite chape de béton de ravoirage
qui vous permet, disons, de mettre à niveau pour que ce soit parfaitement plat, d'accord? Elle ne vaut pas grand, disons, l'épaisseur n'est pas assez importante. Ensuite, vous avez ici un isolant thermique, d'accord? Un isolant thermique. Alors, l'isolant thermique, ça peut être quoi d'après vous, s'il vous plaît? Oui, j'écoute. Quel type d'isolant thermique? Pardon? Polystyrène. Oui, vous pouvez avoir du polystyrène, aussi, vous pouvez aussi avoir de la laine De roche. de roche, mais durcie, d'accord? C'est pas mou. Il ne faut pas que lorsque vous appuyez dessus, et disons ça baisse, ok? Et donc, vous avez une autre chape. Donc, vous avez la chape en béton ici, d'accord? Ok? Et donc, en fait, qu'est-ce que vous faites ensuite après? Vous avez quoi? Vous avez votre quoi? Votre carrelage, donc votre revêtement. Donc, vous avez votre revêtement qui est ici. Vous mettez le carrelage ou la dalle de sol, ce que vous voulez, hein? Ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter de mettre, s'il vous plaît? D'accord? Qu'est-ce qu'il faut éviter de mettre? J'ai dit revêtement, donc c'est du carrelage, n'est-ce pas? OK? Oui, qu'est-ce qu'il faut éviter de mettre? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de mettre chez nous à la maison? Des tapis. Des tapis. Si vous mettez un tapis, généralement, c'est un isolant thermique, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc, il faut éviter de couvrir le sol avec un isolant thermique au-dessus. Vous allez minimiser, disons, le flux de chaleur. Et donc, ce que je dirais, donc, ce que j'appellerais ici, donc, vous avez un certain flux thermique vers le bas et vous avez un certain flux thermique que j'appelle VH vers le haut, n'est-ce pas? Il faudrait minimiser le phi B et il faut, disons, que le phi H soit maximum, n'est-ce pas? OK? Est-ce qu'il manque pas quelque chose ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'il manque pas quelque chose? Ce que j'ai dessiné ici. Vous avez, par exemple, la dalle que vous avez ici. Elle peut être en contact avec le mur, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut l'isoler. Il faut isoler la dalle périphériquement. Donc, tout autour de la dalle, il faut mettre un isolant thermique ici. D'accord? OK? Un isolant thermique pour éviter à ce que la chaleur ne passe, disons, de la dalle vers les murs, disons, les parois verticales. C'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Monsieur, C'est bon? monsieur, ما شفت بالك كتيبة. D'accord. Et là, vous voyez? Donc, bon, je suis un peu loin, malheureusement. Alors, regardez, ici, c'est un isolant. Vous mettez un isolant. Vous voyez ce que j'ai fait ici, s'il vous plaît? Oui? Ça va comme ça, vous voyez? Oui. Vous voyez? Pardon? Mais le côté droit, ما في يبان. D'accord, je vais déplacer un petit peu. Voilà. Et là, vous voyez? Ça va. Ça va comme ça? Ah. Donc, vous avez un revêtement en noir ici. Vous avez en bleu une chape. D'accord? Vous avez un isolant thermique ici. Et vous avez une chape de béton de ravoirage, ce qu'on appelle une chape de ravoirage. OK? C'est bon? C'est bon. Très bien. Très bien, on continue donc. Donc, regardez, donc voilà un petit peu la coupe que l'on doit avoir si vous voulez pour un plancher. Donc, on est là. Ah, bien sûr, les planchers chauffants, c'est de l'eau chaude qu'on utilise. C'est de l'eau chaude qu'on utilise. Donc, quel est l'avantage, disons, de ces planchers chauffants, s'il vous plaît? Quel est l'avantage de ces planchers chauffants? J'écoute. Pardon? Khalina, là, vous êtes obligé, parce que vous êtes obligé de produire de l'eau chaude. Donc, la chaudière, elle existe. C'est tout à fait logique. Tout bien. Température. Oui, alors, tant quelqu'un a dit température. Alors, Filla, oui. Oui, monsieur, la température, elle est uniformisée sur, sur toute la surface. Voilà, exactement. Donc, vous n'avez pas, disons, une température qui n'est pas uniforme dans votre local. Donc, pratiquement tout le plancher est à peu près à la même température, n'est-ce pas? OK? Mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça. Monsieur, il chauffe une grande surface. Pardon, c'est tout non, c'est la surface que vous voulez chauffer. C'est pas une histoire, bien sûr, chauffer dans la surface. Donc, voilà, c'est, premièrement, uniformité de température. Deuxièmement, c'est encombrement nul. Vous ne voyez pas la tuyauterie, elle est enrobée. D'accord? Oui. Donc, elle prend moins de place. Un radiateur, vous êtes obligé
de lui Monsieur, trouver, plus s'il te plaît. d'espace. Voilà, ça vous un petit peu encombrement, si vous voulez, pratiquement réduit, d'accord? OK? Mieux que ça, mieux que ça. Autre un autre paramètre. Est-ce que vous pensez que, disons, la température des planchers que vous chauffez, elle doit être élevée ou elle doit être basse? Basse. Basse, très bien, c'est normal, tout à fait logique. Donc, si vous êtes obligé d'avoir des températures basses pour les planchers chauffants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau C'est chaude le que vous... Pardon? même Oui? question, c'est moins cher. Non, non, c'est pas l'histoire de moins cher. Attention, on va y arriver, d'accord? On va y arriver, d'accord? OK? Bien sûr, ça peut être moins cher, ça c'est clair. Mais c'est surtout pour la température au niveau de votre générateur. Si par exemple vous êtes obligé d'avoir des températures au niveau de votre plancher, des températures sont relativement basses, est-ce que vous avez besoin de chauffer l'eau à des températures élevées? Oui, j'écoute, s'il vous plaît. Quelqu'un peut-il me répondre? Monsieur. Pardon? Non. Non. Pourquoi? Parce que j'ai besoin des températures relativement basses. Je n'ai pas besoin de chauffer l'eau au niveau de la chaudière à des températures, par exemple, à 90 degrés. Ça ne m'intéresse pas. Nous sommes d'accord? Oui? Et donc, Oui, en monsieur. fait, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir des chaudières. Nous allons utiliser des chaudières pour les planchers chauffants, des chaudières avec bas régime, n'est-ce pas? Avec bas régime. OK? D'accord. Et les régimes bas, on avait dit que ça peut être, par exemple, du 45, par exemple, 55 degrés ou du 55, 65 degrés, n'est-ce pas? Vous vous souvenez un petit peu du régime de la chaudière, oui? D'accord? Donc, l'avantage, c'est qu'on peut, si vous voulez, avoir des, des températures relativement basses pour les chaudières, donc c'est très bien. Donc, on n'est pas obligé, disons, de consommer beaucoup de combustible. OK? C'est bon? OK? Maintenant, vous avez donc en fait, vous avez donc c'est un problème aussi, un phénomène de stratification. Donc la chaleur, elle monte du bas vers le haut. Vous avez par exemple des températures homogènes, n'est-ce pas? Donc vous avez des chaudières basse température, donc, que nous utilisons. Ah bien sûr, il y a quand même un autre avantage. Qu'est-ce que vous lisez ici? Qu'est-ce que vous lisez ici? C'est possibilité de rafraîchissement. Quand par exemple vous avez besoin en hiver de chauffer, si vous utilisez l'eau froide, vous allez rafraîchir votre maison, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, Oui? monsieur. Oui, Oui. Très bien, ouais, très bien. Donc voilà un petit peu, bien sûr, le coût, vous l'avez, ça c'est 550 francs, c'est en principe, c'est européen, d'accord? Mais allez, le coût, bien sûr, il est ce qu'il est. Maintenant, donc voilà un petit peu, mais il faut veiller aussi à quoi? Donc, surtout minimiser le flux vers le bas et augmenter le flux vers le haut. Alors, d'après vous, quelle serait la température, par exemple, qu'il faut avoir maximale au niveau du plancher ici? Quelle est la température qu'on doit avoir maximale à peu près? Monsieur, Ici. 28. 28, très bien. Donc, en principe, c'est 28, 29 degrés, c'est maximum. D'accord? OK? Oui ou non? Oui. C'est clair? Alors maintenant, on va parler un petit peu de, comment dire, alors vous avez le schéma ici, d'accord? Le schéma, vous l'avez ici. Là, OK? Voilà le schéma, si vous voulez, comment dirais-je, d'un plancher chauffe. C'est clair, s'il vous plaît? Oui? Oui? Donc, en Oui, fait, monsieur. vous avez ce qu'on avait, donc, votre dalle de sol, votre dalle de béton qui est là, d'accord? Vous avez une petite dalle, donc vous avez une dalle en plot, c'est ça? Alors, qu'est-ce que ça veut dire dalle en plot, dalle à plot, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire dalle à plot? J'écoute, j'écoute, j'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire dalle à plot? Lorsque vous installez, comment dirais-je, votre plancher chauffant, c'est-à-dire que c'est les serpentins, c'est les tubes. Est-ce que vous allez les mettre à même le sol? Est-ce que vous allez les mettre à même le sol? OK? Non? Comment vous allez faire? Il existe des dalles spéciales, des dalles disons, généralement en place en polystyrène, d'accord, qui fait office en même temps d'isolant thermique et aussi de maintien, si vous voulez, c'est des clips. Vous voyez un petit peu tout ça? Vous voyez un petit peu ça? Vous le voyez ici, s'il vous plaît? Ça, c'est des clips. C'est des clips qui sont faits dans le polystyrène et vous posez carrément pour les maintenir espacés.
Parce que vous avez, on va voir tout à l'heure, que les distances que vous avez ici entre deux tubes, elle est importante pour savoir quelle est la quantité, disons, de chaleur que je dois émettre dans mon local. C'est ce qu'on appelle le pas. C'est ce qu'on appelle le pas de votre plancher chauffe. D'accord, s'il vous plaît, oui? OK? Ensuite, donc, vous enrobez carrément votre tuyauterie. Donc, vous avez béton d'enrobage. D'accord? Fluidifié. Bon, ça, c'est. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre revêtement directement dessus. Donc, en fait, vous avez votre dalle. Vous avez votre isolant thermique qui fait ce qu'on appelle aussi la dalle à flot. Donc, elle isole thermiquement. D'accord? Vous avez ensuite le béton. Vous avez votre béton. Et vous n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ici, un isolant périphérique. OK? C'est un isolant périphérique. Oui? Monsieur, Oui, j'écoute. et les serpentins, ils sont placés où? Le bleu, le serpentin, il est là en bleu. Vous voyez le bleu? Voilà. D'accord, oui. C'est les tubes en bleu là que vous voyez. Donc, voilà, c'est les tubes en bleu que vous voyez ici. D'accord? OK? D'accord, oui. C'est clair? Oui? C'est bon là? Pas d'autres questions? Pas d'autres questions, s'il vous plaît? Très bien. Donc, OK. Vous avez un petit peu le schéma d'un plancher chauffe. Alors maintenant, ce qui est important de savoir, c'est le type de pose. Voilà. Par exemple, je prends, si vous voulez, comment dirais-je, ce type de serpentin que vous avez ici. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces formes ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous remarquez dans ces formes? Oui, j'écoute. Alors, qu'est-ce que vous lisez? Donc, vous avez ce type de serpentin, d'accord? OK? Vous avez aussi ce type de tuyauterie, d'accord? Et vous avez, disons, un autre type, d'accord? Alors, le premier, ce que vous avez ici, numéro 1, c'est ce qu'on appelle en serpentin. C'est un plancher chauffant en serpentin. Donc, vous avez l'entrée de l'eau qui se fait ici. Vous partez comme ça, donc, vous faites disons des tours là. Ensuite, vous revenez, donc vous ressortez, donc vous avez l'eau qui est chaude qui sort de ce côté, n'est-ce pas? Alors justement, quelle est la différence entre le numéro 1, par exemple, le numéro 2 que je mets ici, d'accord? OK? Et le numéro 3 que j'ai là. OK? Et le numéro 3 que j'ai ici. Quelle est la différence entre les trois, s'il vous plaît? Numéro 3 fait 3 ouvertures. Moi, je trouve. Pardon? Numéro 3 Oui? fait 3 ouvertures. Bah, réfléchissons, bien sûr, vous avez des fenêtres, des ouvrants, vous avez des fenêtres. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Par exemple, lorsque vous avez, si vous voulez, des parois qui sont pratiquement bien isolantes, d'accord? On peut avoir, par exemple, un serpentin, donc des tuyaux qui font comme ça, avec les distances entre les tuyauteries, elles sont les mêmes, d'accord? Regarde, ok? C'est ça, non? Vous remarquez que ces distances sont les mêmes, ok? Ici, ce qu'on appelle le pas. Je peux avoir aussi un autre type, donc au lieu que ce soit en serpentin, ce qu'on appelle en colimaçon, soit en escargot. On les appelle généralement l'escargot colimaçon ou en escargot, d'accord? OK? Je peux le faire, il n'y a pas de problème. Vous avez toujours le pas qui est ici, d'accord? D'accord. Et maintenant, regardez, ça c'est lorsque vous avez des fenêtres, des ouvrants dont les surfaces ne sont pas importantes. Maintenant, si vous avez par exemple des baies vitrées importantes, il se trouve que la quantité de chaleur dont vous avez besoin au niveau, à proximité des ouvrants, serait importante. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On diminue le pas. On augmente le nombre de tubes ici. Donc, vous voyez bien que ici, vous n'avez pas d'ouvrant. Disons, la distance entre les tubes, elle est beaucoup plus importante que lorsque vous êtes à proximité des ouvrants, n'est-ce pas? OK? Oui ou non? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Donc, regardez, donc c'est ce qu'il faut savoir. Lorsque vous devez, par exemple, lorsque vous avez des ouvrants qui sont importants en surface, surtout côté extérieur, peut-être diminuer le pas, donc les tuyauteries, la tuyauterie sera très rapprochée l'une de l'autre par rapport aux
Collecteur, d'accord? Ça, c'est un collecteur départ, et ça, oui, c'est un collecteur retour. Oui, j'écoute. Allez-y. معلش, on va reprendre. D'accord? On va reprendre. Donc, je répète, ça, ce qu'on appelle, si vous voulez, les grilles chauffantes sont liées à ce qu'on appelle un ensemble de collecteurs. D'accord? Les collecteurs, on appelle des nourrices. Donc, regardez, qu'est-ce que j'ai. Si vous avez, par exemple, plusieurs planchers chauffants dans votre maison, vous avez un collecteur ici, départ. Vous avez ici un collecteur, d'accord? Un collecteur retour, n'est-ce pas? Donc, à chaque plancher chauffant, vous avez ici un aller, vous avez un retour. Le numéro 2, vous avez un aller et vous avez un retour. C'est ce qu'on appelle le collecteur, disons d'alimentation, disons aller, et ça, c'est ce qu'on appelle le collecteur retour. D'accord? L'eau chaude part dans ce sens, et elle revient dans ce sens. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout à fait normal. Tout ça, ça va, donc ça vient de la chaudière, donc depuis la chaudière que vous avez ici, et ça va vers la chaudière. D'accord? OK? Donc, vous allez avoir, par exemple, de l'eau qui va aller peut-être à 50 degrés ou 55 degrés de ce côté-là. D'accord? Et bien sûr, elle va repartir au maximum, comme on a vu tout à l'heure, à 28 degrés. D'accord? C'est clair? Et bien sûr, vous avez la distribution de ce côté-là qui correspond. Donc ça, c'est depuis la chaudière, et ça, c'est vers le retour vers la chaudière, à partir des collecteurs, disons, de distribution, et le retour ici. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Alors maintenant, disons, vous avez un DTU, la réglementation concernant les séquences chauffants, ben c'est le DTU 65.8 que vous pouvez télécharger et lire éventuellement. C'est clair, s'il vous plaît? Oui? D'accord? Ben voilà, donc maintenant, on vous donne quelques caractéristiques des planchers chauffants qui sont relatifs au DTU 65.8. D'accord? Alors maintenant, donc, vous avez une résistance, donc, si vous avez donc résistance de combien? OK? Qu'est-ce que vous avez ici? Donc, il faut une résistance bien définie. La température maximale du fluide, elle est de combien? Oui? Voilà. Donc là, il faut quand même le sol que vous avez au-dessous, il faut qu'il soit, si vous voulez, très, très faible. Donc vous avez maximum 50 degrés de l'eau chaude et le maximum de la température du plancher est de 28 degrés, c'est ça? OK? OK? Bien sûr, donc, bien sûr, on peut avoir par exemple un régime qui est beaucoup plus important. Dans le cas où vous avez plusieurs, si vous voulez, plancher chauffant, il n'y a aucun problème. OK? Bon, donc ça, c'est la conductivité thermique, donc en fait, de votre béton d'enrobage. D'accord? OK? Et donc, vous avez les enrobages, donc les tubes d'enrobage, l'enrobage minimal des tubes. Vous avez à peu près, donc, l'enrobage, il ne faut pas qu'il soit trop épais. Donc, vous avez par exemple la chape, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. OK? D'accord? Alors maintenant, donc, en fait, vous avez par exemple la distance entre les tubes et les murs en cloison. Ça, lorsque vous avez un mur, il faudrait que, donc, ils soient à peu près de 10 ou 20 cm. Ça dépend de ce que vous avez. D'accord? OK? C'est clair? Voilà, donc avec le maximum de chauffants dans le logement, donc maximum c'est 30 cm. Donc ça commence à 10, on peut avoir 20 éventuellement, d'accord? Et ensuite, donc vous avez 30 à 20, si vous n'êtes pas comme ça. C'est clair, s'il vous plaît? Oui? Alors, vous avez un petit peu maintenant la réglementation. Vous avez la réglementation, je vais vous envoyer le document de toute façon. Vous pouvez télécharger par exemple de tous ces documents, ces DTU, hein, et vous pouvez les lire. Vous avoir, alors justement là, je répète, vous savez très bien, je vais juste ouvrir une parenthèse. Je vais juste ouvrir une parenthèse.
J'ai toujours dit à vos collègues qui sont passés bien avant vous, d'accord? Un ingénieur n'a jamais rien inventé. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Oui? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, J'écoute. monsieur. Un Ah ingénieur oui, n'a jamais. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'ingénieur à ce moment-là s'il n'invente rien? Je parle de l'ingénieur, hein. Je ne parle pas des chercheurs, d'accord? Monsieur, il applique la réglementation. Très bien, merci. Merci, merci, merci. Il applique la réglementation. Et je vous assure, hier, j'ai un de vos collègues qui est sorti, ça fait très longtemps, d'accord? Et il m'a appelé pour on a discuté ensemble. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il est en train d'encadrer des collègues à vous, donc TALM de Master 2. Il m'a dit carrément, donc je leur ai dit que vous n'avez rien à inventer, vous devez appliquer simplement la réglementation. Alors, pour pouvoir appliquer la réglementation, qu'est-ce qu'il faut d'après vous? Pour pouvoir appliquer correctement la réglementation, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la connaître et la maîtriser. Il faut la lire et la comprendre. D'accord? La réglementation, il faut la lire et il faut la comprendre. Il faut être tout le temps, il faut tout le temps savoir quelles sont les nouvelles réglementations, les changements dans les nouvelles réglementations. Je vous assure que sans ça, vous n'arriverez jamais à maîtriser votre métier. D'accord? Donc, il faut être toujours, disons, sûr de la réglementation, ce qui existe, ce qui a été fait. Et aussi, quoi? D'accord? Quoi? C'est la lire et essayer de la comprendre. C'est clair. Si vous ne comprenez pas votre réglementation, ben, ça m'étonnerait que vous puissiez faire des choses importantes. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? oui, merci. Vous avez bien compris tout ça? Oui? OK. Donc, on continue. Donc, voilà, donc on va maintenant, si vous voulez, on va prendre un petit peu ce que... Donc, en fait, le plus important pour nous, on va le voir tout de suite, c'est disons, disons, le type de plancher chauffant que nous allons avoir. En fait, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire, s'il vous plaît? Donc, la puissance à installer, vous voyez ici, donc la puissance à installer dans le local, elle est faite par quoi? Bien sûr, si je prends le régime hiver, c'est le calcul des bilans thermiques, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non, s'il vous plaît? Oui, monsieur, bien sûr. C'est le bilan thermique, c'est ce qu'on appelle les déperditions. Ah, bien sûr, là, vous connaissez donc en hiver, donc vous avez le DTAC 3.2, c'est ça, ce qui vous permet de calculer donc, les déperditions. Bon, bien, une autre méthode, ce qu'on appelle, si vous voulez, donc les règles thermiques GV, elles sont françaises, généralement françaises. Bon, les règles thermiques GV, normalement, c'est quoi? Vous savez très bien que lorsque vous avez un bon classement de votre zone climatique, d'accord? Donc, vous avez les zones climatiques, d'accord? Et bien sûr, vous avez aussi le type de construction, d'accord? Quand je parle de type de construction, c'est surtout l'isolation thermique, d'accord? OK? OK? Isolation thermique. Ça vous permet, donc, c'est classé. Donc, en fonction de la zone thermique, en fonction de disons, du type de construction, donc, du type d'isolement thermique, d'isolation thermique de votre bâtiment, on a ce qu'on appelle des coefficients GV. D'accord? D'accord? C'est des déperditions. Donc, en fait, c'est des coefficients GV qui sont donnés, type, disons, de la zone climatique et surtout le type de quoi? D'isolation thermique. Alors, ces coefficients GV, il y a plusieurs valeurs. D'accord? On peut partir, par exemple, je dirais peut-être, bon, on commence peut-être, disons, du 15 watts par mètre cube. On peut aller, par exemple, du 25 watts par mètre cube. D'accord? Et pratiquement, si vous voulez, pour les anciennes constructions, on peut aller jusqu'à 60 watts par mètre cube. D'accord? Alors, bien sûr, vous voyez l'unité, c'est quoi? L'unité de GV. Pardon? L'unité de GV, c'est des watts par mètre cube, n'est-ce pas? Oui? Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez? Monsieur, oui. Très bien. Donc, vous avez des watts par mètre cube. Ça veut dire quoi maintenant? Pour calculer la puissance thermique que je dois installer, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire?
supposons que vous avez une maison, vous voulez par exemple calculer, disons, la quantité de chaleur que vous devez avoir pour chauffer votre maison. Selon la zone climatique et selon, si vous voulez, le type d'isolation thermique, bien sûr, alors le 15 watts par mètre carré, c'est pour quel type d'isolation? Est-ce que c'est une bonne isolation ou c'est une mauvaise isolation? Une bonne isolation. Très bien. Donc, plus la valeur de GV est petite, plus vous avez l'isolation qui augmente. Donc, ça, dans ce sens, et vous avez donc l'isolation plus dans ce sens, OK? Et bien sûr, le GV plus dans ce sens. Et donc, ça, en principe, lorsque vous avez, par exemple, 60 watts par mètre cube, par exemple, c'est des anciennes constructions qui sont très mal isolées, d'accord? Alors, bien sûr, généralement, vous savez très bien comment les gens qui font le chauffage ici, comment ils font. Généralement, en Algérie, on prend par exemple 25 watts par mètre cube. Donc, ils n'ont même pas besoin de faire un bilan thermique détaillé, surtout dans les maisons, bien sûr. Ils vous prennent par exemple un GV, une coefficient GV de 25 watts par mètre cube, d'accord? Ils calculent le volume qu'ils ont à chauffer, donc c'est un volume, n'est-ce pas? OK? Donc, si j'ai par exemple une pièce à chauffer qui fait 4 mètres sur 4 mètres sur 3 mètres, ben, qu'est-ce que ça fait? Donc, je vais prendre 4 fois 4, ça fait 16, n'est-ce pas? OK? Oui? Ensuite, je multiplie par 3 d'auteur, ça fait combien? Oui? 8. Alors, bien sûr, alors 4 fois 4, 16. Et 3, ça fait combien? Et 48, monsieur. 48. 48, je le multiplie par 25. Si je prends par 25, donc 1200, 48. monsieur. Ouais, vous avez à peu près 1200. Donc, il vous faut à peu près 1200 watts dans une chambre de 4 par 4 par 3 mètres d'eau. N'est-ce pas? Agla? OK? Oui. Très bien. Donc, ça vous permet un petit peu le coefficient GV. Il se calcule les coefficients GV parce que vous avez en principe, c'est juste des simulations que vous faites en fonction d'utilisation, en fonction de la zone climatique. Vous calculez les coefficients GV. Bien sûr, il y a toutes les isolations qu'il faut considérer, des parois, des planchers, enterrés, non enterrés, etc. Exposés ou non. C'est un calcul un peu fastidieux et long. D'accord? Mais c'est des simulations que l'on fait. C'est bon, c'est clair, s'il vous plaît? Donc, les déperditions, en général, vous les faites soit par le calcul classique que vous connaissez, soit en prenant les valeurs des coefficients GV. Alors, bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les émissions hautes et les émissions basses. Donc, c'est le flux vers le haut et c'est le flux vers le bas. D'accord? Vers le bas. Quelle est la valeur qui doit être minimale? Vers le bas, monsieur. Bien sûr, il faut toujours minimiser, disons, le flux vers le bas, n'est-ce pas? Il faut toujours minimiser, donc, etc. Alors, vous voyez bien, maintenant, on va définir quelques paramètres. D'accord? Maintenant, si je prends un plancher chauffant, si je prends par exemple un plancher qui est. Vous voyez ce que je dessine, ça se voit? Voilà. Bon, supposons que je vais installer un plancher chauffant. Bien sûr, je prends en serpentin qui est le plus simple, d'accord? Je vais faire comme ça, donc je vais avoir un serpentin qui va être comme ça. Donc, je vais avoir de l'eau qui arrive de ce côté et de l'eau qui va donc eau chaude, d'accord, qui va arriver dans ce sens. Donc, vous avez le sens de circulation de l'eau que vous avez. OK? Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce que j'ai dessiné? Oui? Alors, vous avez des serpentins. Tout ce que j'ai ici, c'est des tubes, d'accord? Donc, vous avez votre serpentin qui est là. Et vous avez ça, c'est les tubes. C'est les tubes que vous avez ici. C'est les tubes que vous avez. Alors, bien sûr, ces tubes sont espacés, n'est-ce pas? OK? Ces tubes sont espacés. Ces tubes sont espacés. Une certaine distance. Alors, cet espace, on l'appelle le petit p, donc on l'appelle le pas. D'accord? C'est clair? Donc, on appelle la valeur petit p, c'est l'écartement entre les tubes. C'est l'écartement, c'est ce qu'on appelle le pas. D'accord?
ce qu'on appelle le pas. Ensuite, donc, vous avez le pas qui est ici. D'accord. Ensuite, il y a aussi, disons, la distance entre les murs et, disons, les tubes à l'extérieur. D'accord. Vous devez, disons, avoir une certaine distance. On avait dit, bon, elle se situe en principe, si vous voulez, de 10 à combien? À 20 centimètres. D'accord. Des deux côtés, bien sûr. OK. Donc, vous avez le pas. Vous avez, disons, l'écartement, donc l'espace entre les murs et le truc que vous devez avoir. D'accord. Oui, non. Donc, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est le pas. Le pas, c'est la distance entre l'écartement entre les tubes. La distance qui sépare les tubes que vous avez ici. D'accord. Ah, bien sûr, maintenant, donc, vous avez, disons, ce plancher chauffant. Ce plancher chauffant, il est alimenté par quoi, s'il vous plaît? Par une chaudière, n'est-ce pas? Oui, non. Il est alimenté par une générateur, par une chaudière. Un générateur, bien sûr, et vous avez, par exemple, une pompe, ça c'est tout à fait logique, d'accord? Que vous avez ici, elle alimente, et ensuite vous avez le retour de votre pompe. D'accord? C'est clair. Donc il va falloir calculer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut calculer? Donc, le pas, c'est clair. On va voir comment le choisir tout à l'heure, d'accord? Donc, on vous donne aussi, disons, disons, comment dire, des paramètres qu'il faut avoir. Donc, le premier pas pour, disons, pour dimensionner un plancher chauffant, c'est connaître le pas. D'accord? L'écartement entre les tubes implantés dans le local. Okay? Ensuite, vous devez déterminer la longueur des tubes à placer dans chaque pièce. La longueur, c'est clair. Tac, vous faites ça. Bien sûr, vous avez les rayons que vous avez ici, tout à fait normal. Donc, en fait, vous avez les longueurs, plus les coudes, disons, les coudes que vous avez ici. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous avez aussi, vous devez faire? Connaître le débit qui va, disons, circuler dans ce plancher chauffant, ce qu'on appelle des grilles chauffantes. OK? C'est bon? OK? Ah, bien sûr, les principaux paramètres pour faire ce calcul, vous devez avoir, par exemple, la chute de température entre l'aller et le retour. Elle doit aussi sur entre 4 à 15 degrés. D'accord? OK? Première des choses. Vous avez, par exemple, le départ d'eau, disons, que vous avez ici, bon, les 40 à 50 degrés, c'est tout à fait normal. D'accord? Ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle la surface corrigée de chaque pièce. D'accord? La surface corrigée de chaque pièce, c'est ce que j'ai dit. Donc, regardez, si j'ai par exemple un local ici, qui fait peut-être une certaine, disons, L1, une certaine distance L1, et il fait aussi, donc vous avez une certaine, si vous voulez, côté petit h. D'accord? La surface géométrique, c'est L fois H, n'est-ce pas? Oui, non. La surface corrigée, c'est la surface qui est occupée par la grille. Donc, vous enlevez toutes les distances entre le serpentin et les parois extérieures. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, non. Donc, en fait, la surface corrigée, c'est ça. C'est tout ce que j'ai ici. Donc, voilà. D'accord? La surface corrigée, c'est ça. Donc, vous enlevez toute la périphérie qui n'est pas occupée par les tubes. Bien sûr, vous connaissez les distances choisies à 10 à 20. Ben, vous connaissez H et L. Vous enlevez la surface périphérique que vous avez pour avoir ce qu'on appelle la surface corrigée. N'est-ce pas? Oui? C'est clair? Bien sûr, maintenant, si vous avez par exemple d'autres éléments qui sont occupés par les meubles, par tout ce que vous voulez, vous déduisez encore aussi ces surfaces qui ne sont pas occupées. Parce que, OK? Est-ce que c'est clair? Mais non, parce que lorsque vous avez posé un meuble ici, ben, il va gêner la transmission de la chaleur, n'est-ce pas? Oui, non. D'accord? Donc, vous déduisez sur cette surface que vous avez dans le comble. C'est clair? Oui, non. OK? Donc, en fait, vous avez par exemple le coefficient d'échange radioactif. Alors, justement, c'est la convection. Vous savez très bien, donc, en fait, que principalement, un plancher chauffant, il émet de la chaleur par quoi? Par convection, n'est-ce pas? Oui, non. C'est pas convection. Donc, en fait, c'est tout à fait normal que lorsque, par exemple, vous avez un plancher chauffant qui se trouve ici, d'accord? OK? Ben, vous avez la convection qui est faite comme ça, donc, c'est pas convection, etc. Donc, vous avez votre plancher qui est là. Et bien sûr, qui est chauffé, c'est la convection. Vous avez ce qu'on appelle un certain coefficient de convection intérieure, HI. OK?
Alors, vous avez par exemple cette valeur maximale, donc elle était imposée par la réglementation à la valeur de 11,6 watts par degré, par mètre carré par degré, n'est-ce pas? OK? C'est bon? Oui? Oui. Donc, ben, il faut connaître quand même votre plancher, de quoi il est composé, etc. OK? Et bien sûr, la nature. Donc, il faut bien connaître tous ces paramètres pour pouvoir calculer un petit peu donc, la résistance thermique que vous avez. Résistance thermique. Et à partir de là, imposer, si vous voulez, des choix des matériaux et connaître surtout la quantité de charge qui sera émise réellement dans votre lot. C'est bon, s'il vous plaît? Très bien, très bien. Donc, voilà, si vous regardez un petit peu, donc la méthode globale de dimensionnement, elle est là. D'accord? La méthode globale de. Je peux effacer mon schéma, s'il vous plaît? Oui? Vous avez pris le schéma au moins? Oui, monsieur. Allez. Donc, regardez ce que j'ai ici. D'accord? Donc, je reviens un petit peu donc, au schéma que j'avais, qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, en général, qu'est-ce qu'il faut, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Une petite chape. Donc, il faut toujours avoir ici un isolant thermique, n'est-ce pas? Un isolant Oui. thermique sur le côté. Un isolant thermique sur le côté. Ensuite, de cet isolant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets? Un petit ravoir. Donc, voilà, je vais mettre carrément, si vous voulez, un quoi? Un isolant thermique. Voilà. معليش une chape ولا تكولي bon je vais mettre une petite chape allez je vais mettre une petite chape de ravoirage. Vous savez qu'est-ce que une chape de ravoirage? J'écoute. Vous savez qu'est-ce que c'est que c'est pour avoir disons un plancher qui est carrément horizontal, d'accord? OK? Donc vous avez une petite chape de ravoirage, donc vous allez avoir un peu de béton ici. D'accord? On appelle le béton de ravoirage qui est là. OK? Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mon isolant thermique, n'est-ce pas? OK? Regarde. Je vais mettre mon isolant thermique. Qui est là. Alors, ça se peut que ce soit lui-même carrément un isolant thermique, parce que si vous avez des plots, d'accord? Alors, les plots, c'est des gorges comme ça. Les plots, c'est des gorges. Si je prends par exemple le policier, carrément, d'accord? Donc, vous avez des plots qui sont comme ça. Et ça, il fait office d'isolant thermique. D'accord? Et bien sûr, je vais placer les tubes à l'intérieur ici. Pour maintenir l'écart. Pour maintenir l'écart de votre, si vous voulez, ça, c'est les tubes. D'accord? Et ça, c'est l'isolant. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire, s'il vous plaît? Je vais noyer tout ça avec une dalle en béton. Donc, je vais les noyer carrément. Donc, je vais noyer tout ça avec un béton. Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre au-dessus? Je vais mettre le revêtement. Le revêtement, tu as le carrelage, par exemple, de la dalle de sol, si ça vous tente. Donc, si vous avez beaucoup d'argent. Okay, donc, en fait, je suis là. Voilà. Donc, vous avez votre zone secours. Alors, maintenant, regardez. S'il vous plaît. Donc, dans la méthode manuelle classique, parce qu'il y a des logiciels qui font ce calcul, il n'y a aucun problème. Il y a des logiciels qui font ce calcul. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Bien sûr, si je prends par exemple des tuyaux qui sont eux-mêmes source de chaleur. Donc, j'ai quoi? C'est ce qu'on appelle émission basse, n'est-ce pas, sur le flux de chaleur vers le bas. Regarde, OK? Et aussi, j'ai une émission haute vers le haut. OK? S'il vous plaît, c'est clair? Oui, non. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je dois maintenir une certaine température intérieure ici, d'accord, dans l'eau. C'est clair? C'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai un certain coefficient de convection intérieure ici, n'est-ce pas? OK? Oui ou non? C'est clair? Très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai la température du sol. La température de sol, j'appelle TS. OK?
Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est clair? Oui? Oui, monsieur. Oui. Très bien, très bien. Et bien sûr, donc, si j'ai ce schéma-là, donc, disons, c'est juste, comment dirais-je, un schéma de transfert thermique, tout simplement. D'accord? Ah, s'il vous plaît, maintenant, il faut savoir quand même, il faut savoir maintenant que, bien sûr, vous avez une résistance, à partir de ce point-là, vous avez donc l'énergie là, vous avez une résistance thermique basse, d'accord? Donc, vous avez une certaine résistance thermique basse, et vous avez bien sûr une certaine résistance thermique haute que j'ai ici, n'est-ce pas? Qui est fonction de quoi? La RH, il faut qu'elle soit la plus petite possible, n'est-ce pas? Oui, non. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Très bien. Et donc, en fait, je peux calculer maintenant le flux. Bon, c'est juste quoi? C'est juste c'est juste quoi? Un transfert thermique. C'est une histoire de transfert thermique, n'est-ce pas? OK? Bien sûr, par exemple, si j'ai une température extérieure ici, donc vis-à-vis de ce local, bien sûr, d'accord? Si j'ai une certaine température extérieure, ici, ben, on avait dit que les besoins, donc les besoins, si vous voulez, pour chauffer ce local, ben, généralement, donc en fait, c'est toujours EB plus EH, mais comme on minimise EB, on peut dire que EB est pratiquement négligeable, n'est-ce pas? Mais non. Ça, c'est l'émission vers le bas, d'accord? Émission de chaleur vers le bas. Et ici, vous avez émission de chaleur vers le haut, n'est-ce pas? OK? Donc, puisque la résistance thermique vers le bas est importante, donc on peut négliger le EB, on peut dire que les besoins pour chauffer, ça revient uniquement à calculer EH, donc c'est l'émission vers le haut, n'est-ce pas? OK? Alors, pour calculer cette émission, on a vu tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on utilise, s'il vous plaît? Donc, si vous connaissez, par exemple, le type de construction, le type d'isolement, le type d'isolation thermique, et bien sûr la zone thermique, vous utilisez le coefficient GV. Vous le voyez ici, s'il vous plaît? Oui? Donc, EH, c'est quoi? La quantité de chaleur nécessaire pour chauffer votre pièce. C'est le coefficient GV, d'accord? Et bien sûr, multiplié ici par la valeur de la température extérieure et la température intérieure, ok? Et bien sûr, maintenant, vous avez des majorations. Vous avez des majorations, n'est-ce pas? Vous avez des majorations qui sont là, donc, pour un petit peu être à l'abri de tout ce qui, n'est-ce pas? Ok? Ensuite, donc, la température intérieure, vous la connaissez. La température extérieure, vous la connaissez. Ah, c'est simple, ok? Est-ce que c'est clair? Ok? Voilà. Et donc, j'ai même pas, lorsque, par exemple, cette valeur, en principe, c'est quoi, qu'est-ce que vous disiez ici, en principe? C'est coefficient GV. On avait dit tout à l'heure pour GV, c'était quoi? C'était des watts par mètre, par mètre. D'accord? Par mètre. Okay. En fait, vous avez ici, lorsque vous lisez ici, qu'est-ce que vous avez? Bien sûr, normalement, je n'ai même pas besoin de connaître la température, n'est-ce pas? Je connais la zone, je connais tout l'isolement, je n'ai même pas besoin de connaître la température. Regarde le machin, OK? Et donc, en fait, ici, qu'est-ce que vous avez? Lorsque vous utilisez ce coefficient GV, vous ajoutez la température. D'accord? Vous ajoutez la température. OK? En principe, c'est aussi, vous trouvez votre cube par unité de point degré. D'accord? C'est pour ça que vous multipliez par la différence de température pour avoir, disons, le flux thermique, la chaleur nécessaire pour chauffer votre local. C'est clair? Donc, là, OK. Donc, en fait, ça, c'est ce dont j'ai besoin. D'accord? Je l'évalue en fonction de la zone climatique, le type d'isolement de mon logement. OK? Mais on sait très bien que cette quantité de chaleur, comme on l'a vu tout à l'heure, si je regarde ce schéma, toute cette chaleur est transmise par convection, n'est-ce pas? Oui, non. Elle est transmise par convection. Elle est transmise par convection. Bien sûr, si vous vous souvenez un petit peu de la loi de Fourier, pour la convection, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, le flux de chaleur est égal à quoi? Bien, la quantité de chaleur qui est transmise, c'est quoi? C'est le coefficient de transfert thermique par convection, n'est-ce pas? OK? Par exemple, oui, multiplié par la surface, multiplié par la différence de température. Bien sûr, c'est la température de quoi?
c'est en principe c'est le sol, parce que ça se passe à l'intérieur, ok? Moins la température ambiante. Et bien sûr, maintenant, ce qui m'intéresse, on avait dit que, disons, la chaleur, elle provient uniquement des serpentins. Donc, ce que je dis, c'est la surface corrigée. On enlève tout ce qui n'est pas touché par le serpentin. C'est pour ça qu'on a, disons, le code G. Et bien sûr, tout ça, c'est égal à quoi? Le flux thermique, c'est le flux vers le haut. C'est égal à EH. Nous sommes d'accord? Oui ou non? OK? Donc, ça, c'est EH, on le connaît. Le H, il est choisi. La surface que vous avez ici, en fait, elle est connue, d'accord? La température que je dois maintenir, elle est connue, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vérifie la température du sol que j'ai avec tous les paramètres que j'ai ici. Donc, je peux ici calculer, comme vous voyez ici, d'accord? Il faudrait limiter la température du sol à 28 degrés, n'est-ce pas? OK? Et non. Est-ce que c'est clair? Maintenant, regardez, si de cette formule, la température du sol, je peux la calculer, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Oui? Donc, je peux calculer la température du sol et qui est là. Donc, à partir de ça, là, je le connais, c'est le bilan thermique. Le H, il est imposé, la surface, c'est géométrique, je peux la calculer. Température intérieure, je la connais. Donc, je peux calculer la température du sol résultante, n'est-ce pas? OK? Oui ou non? Ah, très bien. Et il faudrait que TS ne doit pas dépasser 28 degrés, n'est-ce pas? OK? Donc, regardez. Si je m'impose une température du sol qui ne doit pas dépasser 28 degrés, je peux calculer le flux de chaleur maximum qui doit être émis par mon plancher chauffant, n'est-ce pas? D'accord? C'est bon, parce que maintenant je connais la température maximale qui est de 28, je connais la température intérieure que je dois maintenir, tout ça c'est connu, donc je peux calculer le E max qui doit être transmis par mon plancher chauffant. Alors regardez maintenant ce qu'on va faire. Regardez maintenant, si j'ai fait un bilan thermique, je vais effacer des annotations, d'accord? Regardez s'il vous plaît. Supposons par exemple, dans un premier temps, j'ai fait mon bilan thermique. Donc je calcule à chaque temps. Je calcule la quantité de chaleur nécessaire pour chauffer votre pièce. OK? Oui? Maintenant, je calcule TS. Pour vérifier, je calcule TS. La température du sol, elle sera de combien en fonction des paramètres intérieurs, etc. OK? Si je trouve, par exemple, que TS, par exemple, si je trouve que TS, par exemple, égale 35 degrés, qu'est-ce que je vais faire? Parce que si vous avez une chaleur importante, le TS peut être supérieur à 28 degrés, n'est-ce pas? Oui, non. Est-ce que c'est clair? Oui? Donc, si je trouve, par exemple, TS égale 35 degrés, et moi, je suis limité par quoi? Par la température de 28 degrés. Qu'est-ce que je vais faire, s'il vous plaît? Un radiateur. Comment vous allez faire? Allez, je vous écoute. Monsieur, la température TS, c'est 35. Oui, On est limité à 28. oui. تسمى هذيك لا ديفيرونس اللي قعدت لنا نزيد اون بلاص ان رادياتور مي ماشي افيك ماشي Oui. ما نديروش بزاف لي زيليمون. D'accord. Regardez, oui, effectivement, c'est Zimouche, c'est ça? وي مسيو. Merci, Zimouche. Donc, regardez, qu'est-ce que je fais? D'accord? Si je trouve, par exemple, 35 degrés, ça veut dire que c'est sûr que je vais avoir une quantité de chaleur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule le E max qui doit être émis par le plancher chauffe. OK? OK? S'il vous plaît. Vous me suivez là? Vous me suivez? Donc, supposons, on va faire un exemple simple, s'il vous plaît, on va faire un exemple simple. OK? On va faire un exemple simple. Donc, par exemple, supposez que vous avez, par exemple, on va prendre une valeur ici. Bon. Alors, prenons par exemple, on va s'imposer le H. Pour pouvoir le calculer. Je peux effacer mon schéma, s'il vous plaît? Vous l'avez pris là? Oui. Très bien. Allez, on va faire juste un tâtonnement, d'accord? On va voir.
Donc, supposez que vous avez, par exemple, vous devez maintenir 20 degrés à l'intérieur, n'est-ce pas? OK? Supposez qu'on doit maintenir 20 degrés à l'intérieur, donc T intérieur égale 20 degrés. OK? J'ai, par exemple, si vous voulez, un HI, on a vu, c'était combien tout à l'heure? C'était 11, j'écoute, watts par mètre carré par degré Celsius, c'est ça? Oui, non. 11,6, monsieur. 11,6, nice, 11,6. Très bien, merci. Ensuite, supposons, qu'est-ce qu'on va prendre aussi? Donc, la surface corrigée, regarde. OK? Supposons, par exemple, que la surface corrigée, je prends, par exemple, une surface de 5 mètres par 5 mètres. OK? Je prends donc une surface du local qui est de 5 mètres par 5 mètres. Donc, vous avez 5 mètres et vous avez 5 mètres. OK? Supposons qu'on prenne, par exemple, à la périphérie 10 cm, disons, pour mon installation, donc pour ma grille de chauffage. D'accord? Je prends 10 cm tout autour. Donc, je vais m'écarter donc, du mur à 10 cm après. D'accord? OK? Voilà. Donc, j'ai 10 cm ici. OK? Alors, donc, la surface SC, c'est le rouge ici. D'accord? La surface corrigée, c'est la surface en rouge. D'accord? Alors, le SC, c'est combien? C'est quoi? C'est quoi? Le SC, c'est quoi? C'est 5, c'est 25 mètres carrés. 5 fois 5, n'est-ce pas? Oui ou non? Moins quoi? J'écoute. Ah, pardon, je m'excuse. Vous voyez maintenant? Vous voyez? C'est un peu flou. Et parce que, bon, attendez, comme ça. Vous voyez là? Vous voyez? D'accord? Oui. Donc voilà, donc vous avez 5 mètres sur 5 mètres. Vous avez 10 cm périphériques de chaque côté. Donc vous avez SC. Là, vous avez pris le schéma, c'est bon? Écoute, moins 2, d'accord? Et bien sûr, multiplié par le volume. Donc, si je prends ici, donc si je prends exemple 3 mètres de haut, donc ça va faire combien? 25, 5 fois 5, 25, fois 3, ça fait combien? 75. C'est ça? Oui, non. Oui. Donc, ça fait, donc, c'est 25 fois 3. Donc, vous avez
Vous avez tout ça, mais le volume, est-ce qu'on a calculé le volume? Non? Non. Ah, justement, là, il y a deux façons de faire. Donc, on va prendre notre coefficient, donc on va multiplier 30 par le volume. Le volume, c'est combien? C'est 75, n'est-ce pas? Prenez 75. Oui. Allez, je le fais. Donc, maintenant, on va calculer. Donc, si j'ai, par exemple, donc, regardez, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on s'engourde, la surface corrigée, c'est 23 mètres, n'est-ce pas? Maintenant, pour calculer le H. Pour calculer le H, donc, il y a deux méthodes. On vous donne soit un coefficient GV qui est en watts par mètre cube, tout simplement, celui que je vous ai donné tout à l'heure. Vous pouvez avoir, par exemple, un coefficient, ce qu'on appelle le coefficient GV', d'accord, qui est en watts par mètre cube et par degré Celsius. D'accord? Si on vous donne cette valeur de coefficient GV, c'est clair. Donc, il est toujours donc, on a vu tout à l'heure que c'était du 15, il va aller du 15 jusqu'à combien? Jusqu'à 60 éventuellement watts par mètre cube. Ces coefficients GV', c'est des valeurs plus petites. C'est des valeurs plus petites. Elles peuvent aller, par exemple, de 0, par exemple, 9. Elles peuvent aller, par exemple, jusqu'à peut-être 1,5 à 2, d'accord, watts par mètre cube et par degré Celsius. Là, on prend la première méthode ou là, on prend la première méthode. D'accord, ok? Donc, le H, vous voyez ce que j'écris, s'il vous plaît? Vous allez bien voir? C'est très flou. Comme ça. Un peu mieux. C'est bon? Oui. Donc, il y a deux méthodes pour calculer. Vous avez le coefficient GV qui est donné par les watts en mètre cube. Les valeurs varient de 15 à 60 watts par mètre cube. Vous avez le coefficient GV', vous avez des watts par mètre cube par degré Celsius. C'est des valeurs qui sont petites. Donc, en fait, c'est des 0,9 jusqu'à 2 watts par mètre cube et par degré Celsius. OK? C'est clair? Oui. Alors, si vous voyez, par exemple, la méthode qui est donnée ici, c'est le coefficient GV'. Maintenant, on va commencer le coefficient GV tout simplement. D'accord? On va aller plus vite. OK? Donc, je calcule le H. Le H, c'est combien? Donc, on avait pris combien? Un coefficient GV de combien, s'il vous plaît? De 30 watts par mètre cube. Donc, je prends le 30 et je multiplie par le volume, c'est combien? C'est 75. Ça vous fait combien à peu près? 2250. 2250 watts. D'accord? Agda. Majoré de 10%, majoré de 10, ou la 15%, majoré de 15%. Oui. Plus 0,15 fois 2250, ça vous fait combien? Donc, c'est 2250 plus 0,15 fois 2250. Oui. Combien vous trouvez? C'est entre 2587,5. 2587,5 watts, c'est ça? Oui. OK? Très bien. Donc, voilà, je connais maintenant la puissance que je dois installer, que disons, mon plancher chauffant doit me donner. OK? Vous voyez là, s'il vous plaît, donc vous avez 2500, 0,15 fois 2250, on trouve 2587,5 watts. On y va? OK? C'est clair? Oui ou non? S'il vous Oui, plaît. monsieur. Très bien. Donc, on continue. Maintenant, je Monsieur, vais vérifier. Oui, j'écoute, Zemouche. monsieur, s'il vous plaît, au départ, vous avez fait 30 fois 18. Sauf Qu'est-ce qu'on Zemouche. a calculé? Zemouche. Le H, on peut le calculer de deux manières. On avait défini le coefficient GV qui peut être exprimé en watts par mètre cube, n'est-ce pas? Oui, monsieur. C'est les valeurs que je vous avais données, qui varient de 15 jusqu'à 60 watts par mètre 60, cube. oui. Il y a un autre coefficient GV' et qu'ils prennent vous-même dans le document, qui est exprimé en watts par mètre cube par degré Celsius. Et ça, ce sont des valeurs plus petites. Ce sont des valeurs plus petites, de 0,9 jusqu'à 2. Donc, vous voyez ici, c'est 15 à 60, bien sûr, parce qu'ils ont divisé par le delta. OK? Oui, monsieur. C'est clair? On en a pris la Oui. première méthode, donc on a calculé avec le coefficient GV, et non pas avec le coefficient GV'. Donc, j'ai pris EH, qui est disons, le 30 watts par mètre cube, et j'ai multiplié par le volume du local, et que je trouve 2250, et je majore de 15%. C'est bon, Zémoche?
C'est bon, monsieur. Merci. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est de vérifier le EH maximum qui doit être libéré par quoi? Par, disons, le plancher chauffant. Donc, je calcule le E max. OK? Je calcule le E max que j'ai ici. Le EH max, il est égal à combien, s'il vous plaît? C'est 28, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, Moins 20 divisé par 1 sur, 11,6. bon, bon 1 sur HI, multiplié par SC. Alors, c'est égal à quoi? Donc, 28 moins 20, ça fait 8, n'est-ce pas? Oui. OK? Bien sûr, vous multipliez ça carrément par HI, multiplié par SC, tout simplement. D'accord? OK? Donc, vous avez combien? Donc, vous avez 8. HI, c'est 11,6, c'est ça? D'accord? Oui. Et SC, la surface corrigée, c'est combien? C'est 23. 25. Ah, 23, 23. Donc, vous Oui. trouvez combien, s'il vous plaît? C'est 2134,4. 2000? 34. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, j'ai besoin de combien? J'ai besoin de 2000? Oui? 2587. 2500? 87,5. 87,5 watts. C'est ça? D'accord? Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est le maximum que je dois avoir sur mon plancher chauffant pour avoir une température de 28 degrés. Et moi, réellement, ce que j'ai besoin pour chauffer mon local, j'ai besoin de 2500. Qu'est-ce que je vais faire? On doit rajouter un radiateur. Voilà, d'accord? Maintenant, moi, écoutez, donc, je pense que il faut être un petit peu, donc, si vous ajoutez un radiateur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez payer plus, n'est-ce pas? D'accord? Oui. Alors maintenant, regardez, on va juste une petite, ce qu'il faut être intelligent et économique, d'accord? OK? Donc, j'ai besoin de combien ici? La différence, elle est de combien la différence? La différence est de combien? Elle est combien la différence, s'il vous plaît? J'écoute. Monsieur 453,1. 453, donc vous avez le delta EH qui est égal à 453,1 1. watts. D'accord? Ben écoutez, donc, c'est mon radiateur que je dois installer. Mais maintenant, il y a une petite astuce quand même. Regardez. Par exemple, si au lieu de mettre 8 degrés, je mets 9 degrés. Calculez-moi avec 9 degrés, s'il vous plaît. Calculez-moi avec 9 degrés. C'est-à-dire, Monsieur, au lieu d'avoir, par exemple, 28 degrés dans la température du sol, je mets 29 degrés. Calculez-moi avec 29 degrés. Allez-y. Donc, vous avez 9 multiplié par 6 multiplié par quoi? Par le 23 que vous avez. OK? Combien monsieur, on ça trouve 2401. Combien? 2401,2. Bon, 2400. Donc, vous avez 2401,2. D'accord? Ouais. Ah, ben, qu'est-ce que vous en pensez là? C'est encore trop élevé, n'est-ce pas? OK? Parce qu'en général, si vous avez par exemple un certain. Parce que n'oubliez pas que j'ai majoré de 15%, d'accord? J'ai majoré de 15% qui est une valeur quand même très, très importante. Mais en général, on peut réguler, disons, le flux de l'eau pour avoir, si vous voulez, comment dirais-je, parce que la différence est relativement faible. Alors, maintenant, on va aller plus loin. On va aller plus loin, d'accord? Par exemple, si je prends 28, j'ai la différence de 450. Bon, on y va. 450, n'est-ce pas? OK? 450 watts. Donc, watt, virgule 1 watt. Comment je vais dimensionner mon radiateur, s'il vous plaît? Comment je vais dimensionner mon radiateur? La méthode classique. La méthode classique que nous connaissons. Regarde. OK? Oui ou non? Donc, j'ai, disons, le delta EH est égal à 453,1 watts. Donc, je choisis mon type de radiateur. Donc, je vais prendre le delta TN, qui est égal à 50 degrés, d'accord? Je prends le PN, je vais prendre peut-être bon, 120 watts. C'est ça, non? Oui, non.
Oui ou non, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Ah ben maintenant, quand vous pouvez calculer, vous pouvez calculer maintenant le nombre d'éléments. OK? Oui ou non? Oui. Alors maintenant, si je prends par exemple carrément, donc si je prends le régime il est très bas, d'accord? Je prends par exemple, c'est du 55-65. Okay, du 65, 55 degrés. D'accord? OK? Bah, la méthode classique, parfois, je suppose, non? OK? Donc, j'espère que la prochaine fois, vous allez me donner le nombre d'éléments pour votre radiateur que vous allez ajouter. La méthode classique, la méthode de Friedman. C'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que c'est bien compris, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien compris pour les Monsieur, gens? Oui, j'ai causé. كي نديروا لو رادياتور Hmm. نديروه اون سيري نورمال. Là, 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 là. Vous le mettez, bien sûr, vous devez l'alimenter. D'accord, ok? Vous pouvez, par exemple, avoir, si vous voulez, la grille, il faut pas la toucher, mais il faut alimenter le radiateur seul. D'accord? Ok? Donc, par exemple, voilà. Donc, vous ramenez, par exemple, de l'eau chaude ici. Juste avant le serpentin, vous faites un piquage et vous avez votre radiateur ici. هذاك واش Vous نسمع. l'alimentez. D'accord? C'est tout. تسمى نديره سوا قبل ما يدخل السيربونتان. Exactement, d'accord. Mais il faut faire très attention parce que là, généralement, même dans la nature, vous devez l'alimenter seul. Parce que n'oubliez pas que vous avez des collecteurs. Vous avez des collecteurs d'alimentation pour chaque plancher. Et là, le débit d'eau, il est réglé en fonction de la puissance pour la grille chauffante. Donc, généralement, vous êtes obligé sur le collecteur, disons, d'alimenter votre radiateur par le collecteur seul, pas au niveau de la grille. D'accord, Zimouche? داكور monsieur. D'autres questions, s'il vous plaît, là? Allez. Est-ce que c'est bien clair, s'il vous plaît? Oui? Oui, monsieur. Très bien. Donc maintenant, si vous voulez, donc, il faut calculer maintenant donc, la résistance du plancher. D'accord? Il faut calculer la résistance thermique du plancher. Et bon, c'est clair, je pense que c'est juste l'histoire de, comment dirais-je, de- de- Monsieur. la spécialisation, quoi. Monsieur. Monsieur, ça se Oui, coupe. On vous entend oui, pas. j'écoute. Ah, d'accord, donc je vais répéter. Mal. Je pense que c'est une histoire. C'est des coupes, il y a des coupes. Attendez, ça va se rétablir. D'accord. Vous m'entendez maintenant? Oui. Bien. Donc, je dis que maintenant, qu'il faut la distance. Alors, comment dirais-je, la distance du comment on va. Alors, on avait dit tout à l'heure que la transmission de chaleur du plancher se faisait comment? Par quoi? J'écoute? Par convection, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Donc, vous avez un certain coefficient HI. Et bien sûr, vous avez aussi des revêtements. Donc, vous avez toute une résistance, des résistances thermiques que vous avez ici. Donc, des résistances thermiques des différents revêtements. Et d'accord? Et ça, vous avez la résistance thermique totale que vous avez. Est-ce que donc ça c'est les RI, TI, etc. Donc c'est juste, disons, qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez conduction ici et vous avez convection au niveau du plancher que nous avons. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Vous suivez? Très bien. Donc, je calcule la résistance totale. Écoutez, c'est un problème classique de la loi de Fourier. Donc, en fait, vous avez dans cette partie-là, vous avez la conduction. Donc, c'est lambda delta t, d'accord, lambda delta t, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Bien sûr, sur E, ok, bien sûr, vous avez la surface aussi. Et donc, comme si vous voulez, les surfaces sont identiques, ben, on calcule la surface, donc la résistance thermique, c'est égal à quoi? Vous calculez la résistance thermique, c'est égal à quoi, s'il vous plaît? Donc,
soit vous calculez le coefficient de transfert thermique global et ensuite vous faites 1 sur K. OK? Donc, à partir de quoi? À partir des coefficients de conductivité pour chaque matériau, d'accord? Bien sûr. Et vous avez le HI et vous calculez le cas classique que vous connaissez tous. OK? Donc, enfin, la somme des résistances thermiques, c'est quoi? C'est les résistances thermiques de la conduction, plus quoi? C'est les 1 sur H. C'est clair? Oui, monsieur. Donc, voilà. Donc, la résistance thermique, elle n'est pas sourcée. Donc, elle est belle. OK? Ça, c'est réellement ce que j'ai lorsque j'ai placé mes planchers, parce qu'il y a une LT réelle qui existe, mais je dois la limiter, je dois la calculer. Donc, en fait, ce que vous avez, lorsque vous faites votre calcul de déperdition, vous avez le E max, le H max, n'est-ce pas? OK? Oui, non. Maintenant, regardez. On a fait le calcul tout à l'heure. On avait trouvé combien, s'il vous plaît, le H max? De On 2134,4. avait trouvé combien? 2000? Là, le maximum, 2500. Pardon? Je vous entends mal, Filla. Monsieur, on a trouvé 2134,4. Mais le max, c'est 2500, n'est-ce pas? Non, EH 2500. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux, le H, effectivement, le H max. 2587,5. Voilà, 80,5 watts. هكذا ولا مش هكذا؟ Et donc maintenant, si Oui. je prends par exemple une température moins du fluide caloporteur, معليش. Ok, donc vous avez par exemple, on avait pris combien tout à l'heure? Donc c'était un régime 65, 65, 55, n'est-ce pas? 65. Donc là, en moyenne, c'est à peu près combien? 60. Là, allez, vous avez 55, donc ça fait 60, c'est ça? Donc vous avez 120, donc 120 divisé par 2, vous avez à peu près 60 degrés. Bon, c'est quand même important. Vous voyez bien que ce régime ne me convient pas parce que le maximum que l'on peut avoir, c'est entre 35 et 45, n'est-ce pas? Oui ou non? OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Donc, on va juste faire l'application pour comprendre, parce qu'on peut changer de régime comme on veut. Donc, en principe, si je prends par exemple un régime, disons 55-45, vous devez avoir combien ici? Un régime 45-55, ça fait combien? Ça fait 50 degrés, n'est-ce pas? OK? Donc, vous avez 50 degrés. Moi, je calcule, donc je prends le 50 degrés, donc ici, que j'ai lorsque vous avez 50, 55, 45. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je calcule la résistance thermique que je vais avoir. Donc, qu'est-ce que je vais avoir, s'il vous plaît? Donc, 1 sur la résistance thermique que je dois avoir, c'est 2587,5 divisé par combien? SC, c'était 23, n'est-ce pas? OK? Température moyenne, c'est 50. Regarde. Moi, la température intérieure, c'est 20. Vous trouvez combien, s'il vous plaît? J'écoute. Monsieur, on trouve 3,75. 3, 75. oui, alors l'unité, c'est quoi? C'est une résistance thermique. Watts par mètre carré de degrés Celsius. Watt, attention, c'est le K, d'accord? Voilà. Ah, Donc, oui. oui, c'est clair. Donc, on trouve combien? C'est des watts par mètre carré par Celsius, d'accord? Et ça veut dire quoi? Que c'est un bon conducteur, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est K, tout simplement, d'accord? OK? Ça, c'est K que vous avez conscience. Donc, voilà un petit peu. Donc, ça vous permet de choisir quoi? Les matériaux. Donc, il faut faire très attention pour, si vous voulez, avoir des bons conducteurs sur le côté. Ne pas avoir, si vous voulez, des matériaux qui, disons, ça c'est ce que vous devez avoir. Si c'est inférieur, vous êtes obligé de changer vos matériaux. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît. Donc ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas mettre un tapis dessus. Il ne faut pas, par exemple, choisir un revêtement de sol qui a une résistance thermique importante. Nous sommes d'accord là-dessus? C'est clair? Oui. Voilà. Donc, ça vous permet un petit peu de faire des vérifications bien. Donc, maintenant, vous avez donc, le tableau d'émission.
Ça, par exemple, c'est un constructeur. C'est un constructeur qui vous donne, si vous voulez, comment dirais-je, un type de plancher chauffant ce que s'appelle les dalles Thermacom, d'accord? Vous avez un petit peu, donc, en fonction du pas. Le pas, on l'avait défini, n'est-ce pas? Oui? OK? Oui ou non? Oui? Le pas. Non, Le- c'est maintenant, je le vois. Si, on l'a défini. Le pas, c'est la distance entre les tubes. Le pas, c'est la distance entre les tubes, n'est-ce pas? Oui, parce que ما قلناش la valeur تاعها شحال. Mais non, je vous avais dit ça. Je vous dis que ça varie entre 10 jusqu'à 30, 40, n'est-ce pas? On l'avait dit. Ah, oui. Mais vous voyez, par exemple, le tableau, il est là, d'accord? Vous avez des pas de 40, 30, bien sûr, c'est en centimètres. OK? Regarde. C'est clair, s'il vous plaît? OK? Oui. Et donc maintenant, vous avez par exemple ici les lois d'émission. Alors, vous avez l'émission totale, vous avez l'émission haute et l'émission basse, n'est-ce pas? OK? Mais non. Et donc, en fait, lorsque par exemple vous allez choisir, supposons que je prenne un pas de 30, d'accord? Je prends un pas de 30. Et par exemple, je trouve une résistance, donc la résistance thermique que j'ai ici, d'accord? Alors, bien sûr, la résistance thermique, en principe, c'est 1 sur 3,75, n'est-ce pas? OK? Vous trouvez combien 1 sur 3,75? C'est 0,27. 0, 0,27. 27. OK. Bon, elle est importante, d'accord? Mais ça n'existe pas, par exemple, ici. C'est tout à fait normal, d'accord? D'accord, c'est tout à fait normal parce qu'on doit trouver des résistances qui sont relativement faibles. Vous voyez bien que le maximum ici, ça va jusqu'à par exemple 0,15. Mais allez, on suppose par exemple que pour un pas de 30, on a trouvé par exemple une résistance de 0,10. Vous pouvez lire carrément ici la quantité de chaleur qui passe vers le haut, totale elle est là, la quantité de chaleur qui passe vers le haut et la quantité de chaleur qui passe vers le bas. Donc ce sont, si vous voulez, des dalles chauffantes, disons des dalles chauffantes qui ont été prédimensionnées, préfabriquées. Donc vous pouvez choisir un petit peu que vous avez. D'accord? OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, là? Oui? Donc, vous voyez, par exemple, les émissions, carrément. Donc, vous avez des watts par mètre carré. Maintenant, si vous avez ces valeurs, qu'est-ce qu'il suffit? Si vous connaissez disons, la surface corrigée, on a pris tout à l'heure combien, s'il vous plaît? 23. 23. Donc, on avait pris 23. Donc, supposons que je prenne vers le haut. Je prends vers le haut. Ça fait 3,08, n'est-ce pas? OK? Je prends le 3,08. Je prends le 3,08 ici, d'accord? Si je prends 3,08, je vais multiplier par la surface, c'est 23. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je multiplie par la différence de température. Par la différence de température. OK? OK? C'est clair? Oui. Et vous avez un petit peu donc votre émission totale. Donc la durée de température, c'était combien, s'il vous plaît? C'était Shal? J'écoute. Je sais pas, vous pouvez répéter, j'ai pas entendu. Donc ici, regardez ce que j'ai ici. Donc vous avez ici donc l'émission que j'ai ici. L'émission, je prends par exemple un pas de 30. OK? Si par exemple, je calcule une résistance thermique que j'ai calculée par le biais, disons, de Hmax, je prends l'émission donc vers le haut, elle est de 3,08, n'est-ce pas? OK? Oui ou non? Je reviens un petit peu à ce que j'ai ici. D'accord? OK? Je reviens un petit peu à ce que j'ai ici. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre 3,08. Vous multipliez par la surface, parce que c'est des watts par le mètre carré, d'accord? Vous multipliez par la surface corrigée de 23 et vous multipliez par la différence de température qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc, c'est le T moyen pour le régime, et bien sûr la température combien? Intérieure, d'accord? Donc, on avait trouvé la température moyenne, c'est combien, s'il vous plaît? Température moyenne, c'est combien? C'est 50, n'est-ce pas? 50. OK. Regarde. Et bien sûr, le delta T, bien sûr, 50 moins 20. Vous trouvez combien, s'il vous plaît? Vous trouvez combien? Monsieur, c'est 23 fois 50 moins 20. Oui, non, regardez, c'est 3,08. C'est 3,08 parce que le 3,08 que j'ai ici, d'accord? Je vais effacer les regardez, si je prends par exemple un pas de 30, d'accord? Ce qui m'intéresse, c'est la chaleur vers le haut. Si je prends par exemple une résistance de 0,10, j'ai la chaleur vers le haut, elle est de 3,08, n'est-ce pas? Ah oui, oui. 3,08, mais vous avez des watts par le mètre carré par le degré Celsius. Donc, je prends le 3,08 qui est sur le tableau,
ici, d'accord? Je le multiplie par la surface SC que j'ai, la surface corrigée, et je multiplie par le delta T moyen moins T ambiant. Donc, j'ai 3,08 multiplié par 23, vous savez combien? 3,08. Par 23. Monsieur, on trouve 70,84. Multiplié par 50 moins 20, multiplié par 30, tout simplement. 2125,2. Combien, Zimouche? 2125,2. 2000? 125,2. 125,2. What? D'accord? Est-ce que vous pensez que le paradoxe de 30, il est suffisant? Alors, on avait besoin de combien, nous, tout à l'heure? De 2500, n'est-ce pas? Oui. D'accord? Mais regardez, donc, c'est bien parce que on avait dit que si on prend 2500, la température était supérieure à quoi? D'accord? Donc, mais est-ce que vous avez compris le principe, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Voilà, très bien. Donc, voilà comment vérifier les choses. Donc, si vous voir un petit peu le pas. Mais supposez, par exemple, que cette chaleur, normalement, j'ai besoin de 2587. Regarde. OK? Supposons que je ne trouve pas 2580. Qu'est-ce que je fais? Je vais changer le pas. Je vais prendre, par exemple, un grillage plus serré. D'accord? Des tubes plus serrés. Donc, si je prends, par exemple, un pas de 20, donc j'ai toujours, par exemple, ma résistance qui est toujours là, je vais prendre 3,56 cette fois-ci au lieu de 3,08, n'est-ce pas? Oui. Regarde le monsieur. Et donc, en Oui. fait, donc vous changez un petit peu le pas pour voir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, là? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bien, donc en fait, on n'en est pas, on est encore loin, donc c'est juste pour vérifier certaines choses. Et ensuite, il va falloir dimensionner tout ça, d'accord? Parce qu'il faut calculer la longueur de votre tuyauterie et calculer bien sûr le débit pour choisir la pompe, etc., etc. Avez-vous des questions à poser, s'il vous plaît? Avez-vous des questions à poser? J'écoute. J'écoute. Non, monsieur. Très bien. Donc, la prochaine fois, Monsieur, oui, j'écoute Zemouche, allez-y. monsieur, donc quand on trouve pas la puissance suffisante, on change le Oui, pas. oui. Oui, bien sûr. On Exact. choisit un pas un peu Un peu serré, précis. un peu plus petit, d'accord? Parce que vous augmentez le nombre de tubes. Si vous prenez un paquet plus petit, vous augmentez le nombre de tubes, bien sûr, vous augmentez la surface d'échange. D'accord? D'accord, monsieur. D'autres questions, s'il vous plaît, allez-y avant qu'on le quitte. Allez, allez, s'il vous plaît. J'écoute. Pas de questions? Non, monsieur. Très bien. Donc, on se voit demain, Inch'Allah. Alors, s'il vous plaît, comme je vous ai dit,